C'est un plaisir d'être parmi vous, bien qu'étant à Paris-Centre, sur la montagne Sainte-Geneviève, j'aime beaucoup venir à Saclay pour rencontrer mes collègues de l'IX ou de l'Institut d'optique. Alors, j'ai choisi comme titre pour mon topo comment transformer de beaux concepts de physique en plusieurs startups innovantes. Et je vais vous parler vraiment de physique, mais je vais vous raconter aussi un parcours de physique qui a permis de bien réussir la création de start-up. Et ici, c'est une photo de l'Institut Langevin que j'avais fondé en 2009 et que j'ai dirigé jusqu'en 2014 et qui continue sous la direction d'Arnaud Tourin et qui maintenant est aussi un LabEx. On a eu la chance d'obtenir un LabEx uniquement pour notre institut parce qu'on avait regroupé des forces à la fois en optique, en acoustique, en micro-ondes, et c'était déjà quelque chose de pluridisciplinaire. Et notre LabEx est très orienté innovation, il s'appelle Wi-Fi, où il y a innovation comme Wave and Innovation, nous avons bénéficié, grâce au LabEx, de la possibilité d'embaucher une juriste qui travaille à plein temps dans notre laboratoire pour aider tous les chercheurs à déposer des brevets, à valoriser et à créer des startups. Donc, je commence habituellement comme ça mon topo. Comment créer 4 startups qui maintenant ont plus de 300 employés à partir de beaux concepts de physique, le renversement du temps et l'imagerie multi-ondes, et à partir d'un labo public français. Alors, la réponse pour moi, c'est être à l'ESPCI d'abord. Alors, ça n'est pas universel, alors on peut ne pas être à l'ESPCI et bien réussir, mais il faut savoir que l'ESPCI est la seule grande école qui n'est pas complètement française au sens standard du terme, parce que si vous connaissez l'histoire de cette école, elle a été fondée en 1872 ou 73 par les Alsaciens qui étaient occupés par les Allemands et qui ne voulaient pas rester occupés par les Allemands. Et c'était donc des chimistes et des physiciens d'Alsace qui avaient une culture un peu germanique, c'est-à-dire à la fois d'aimer la belle recherche, mais aussi d'aimer l'industrie, ce qui n'était pas le cas de leurs collègues des universités françaises. Et ces gens-là ont été accueillis par Gambetta et la mairie de Paris dans un local qui était une école, qui est devenue une école municipale. Et elle est restée municipale jusqu'à ce que De Gennes ait son prix Nobel. Et cette école a donc baigné d'un esprit qui n'avait strictement rien à voir avec l'esprit des universités parisiennes, en plus, qui étaient particulièrement reluctantes au rapprochement avec l'industrie. Et cette école a été une école d'innovateurs depuis tout le temps. Que ce soit Marie Curie, qui était pluridisciplinaire et innovatrice, mais des gens comme De Gennes, Charpak, tout ça ont apporté dans l'école un état d'esprit. Allez-y, vous pouvez être un très bon scientifique, mais n'ayez pas peur d'innover. Et il y a eu aussi un scientifique remarquable, Jacques Lévinaire, qui a joué un rôle très important dans l'esprit d'innovation de l'école et qui a poussé la création de beaucoup d'entreprises. Et cette école, comme elle dépendait de la ville de Paris, la ville de Paris ne savait pas ce que c'était qu'un brevet et ne savait pas ce que c'était qu'innover. Pour eux, c'était qu'une école. Et je me rappelle même de Gennes nous racontant qu'il avait été convoqué par la directrice du cabinet du directeur des universités à la ville de Paris en lui disant « Monsieur de Gennes, j'ai appris que dans votre école, on faisait de la recherche, c'est un scandale, vous êtes une école. » C'était avant, évidemment, que de Gennes ait le prix Nobel. Mais ça faisait qu'on faisait de la recherche dans cette école. La ville de Paris croyait que c'était une école municipale et chaque mois, on devait donner le nombre de crayons et de craies qu'on voulait acheter. Mais en même temps, on faisait de la recherche et de l'innovation. Et personne n'embêtait les chercheurs qui faisaient ça. Et donc est né quelque part un esprit un peu bizarre, les chercheurs qui voulaient déposer leur brevet eux-mêmes pouvaient le faire, puisque la ville de Paris ne réclamait rien et ne comprenait rien à l'innovation à l'époque. Ça a beaucoup changé depuis. Et donc, ça a attiré un peu tous les phénomènes, tous les gars qui en avaient marre d'être à l'université, d'être embêtés par des gens qui ne comprenaient pas ce que c'était qu'un brevet. La loi Allègre n'était pas encore passée. Et donc, il y a eu cet état d'esprit. Ça a fait que moi, je suis venu en 1990 dans cette école, venant du GPS, du groupe de physique du solide qui était à Jussieu.
et parce que j'avais envie d'innover et je sentais que c'était bien plus facile de le faire à l'ESPCI. Mais ce modèle n'est pas le seul modèle à l'ESPCI. On n'est pas obligé comme chercheur de déposer soi-même ses brevets, on peut aussi les déposer par le CNRS. C'est ce que moi j'ai fait, et les startups qu'on a créées sont passées par le biais du CNRS, ça s'est très bien passé. Mais il y a un état d'esprit à l'école extraordinaire pour un innovateur. Et alors ça, évidemment, c'est un ingrédient pour bien réussir, mais il y a d'autres ingrédients qui sont plus personnels. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pour être un chercheur innovateur qui va réussir à créer des startups? Il faut d'abord, non pas aimer l'échec, mais accepter l'échec. Et je vais vous montrer, comme dans mon parcours de physicien, les idées que j'ai eues n'ont pas marché dans certains cas, et comment on peut rebondir. Et donc il faut accepter l'échec, et au lieu de se lamenter, se dire quel est le coup que je peux faire après pour améliorer les choses. La deuxième chose, il faut être très patient, parce que les chercheurs qui croient que leur super idée va faire qu'il y a un produit qui va les rendre milliardaires en un an, c'est une erreur. Il faut vraiment s'accrocher, attendre, et il faut beaucoup de temps. Évidemment, le mot accrocheur est derrière. Il faut être archi accrocheur. Bon, maintenant, il faut autre chose. Dans un labo comme le mien qui dépend de 5 tutelles, il faut être diplomate. Alors de temps en temps, il faut être dur, mais il faut être diplomate. Il faut se mettre dans la peau de chacune des tutelles qui vient vous défendre son beefsteak. Et souvent, c'est complètement hallucinant de signer quelque chose où les 5 tutelles doivent signer. Alors maintenant, les choses sont centralisées. Chez nous, par exemple, grâce à l'ingénieur d'innovation qu'on a embauché, c'est une juriste, c'était elle qui fait toute la relation avec les 5 tutelles. Et ça fait que pour le chercheur de base ou pour le directeur d'un labo, c'est moins cauchemardesque d'être seul à se défendre devant beaucoup de tutelles. Bon, autre chose qui, dans mon cas, a fait que les choses ont marché, c'est que, bien que je n'avais qu'une formation universitaire, je n'ai fait que 15 jours de maths sup, et après je suis allé faire une licence de maths et un DEA de physique du solide à Orsay, je ne connaissais rien du milieu de l'entreprise et rien de l'innovation, en fait, dans ma formation. Ma chance, c'est qu'à un moment, Philips m'a proposé de devenir conseil scientifique. Et en étant conseiller scientifique de Philips, en y passant 20% de mon temps, en gros j'ai fait ça pendant 19 ans, mais bon, j'ai commencé à créer des startups avant ça, j'ai compris ce que c'était qu'une idée qui pouvait se transformer en un produit, et qu'il ne suffisait pas d'avoir une belle idée, les contraintes du milieu industriel, c'était autre chose. Et donc, je pense que si tout jeune chercheur ou enseignant-chercheur, lorsqu'il rentre dans sa carrière, il a été automatiquement à 20% de son temps avec un petit complément de salaire consultant d'une entreprise, même si c'est l'État qui paye ça à fond perdu, ça créerait des générations d'enseignants-chercheurs qui auraient une mentalité complètement différente par rapport à l'innovation. En tout cas, ça a été mon cas, j'ai profité de ça. Et maintenant, je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait, et je vais vous parler aussi de physique. Alors, les 4 startups, et puis vous verrez qu'il y en a 2 qui viennent de naître, les 4 startups qu'on a créées, l'une s'appelle EcoSense. Elle a créé un produit qui s'appelle le FibroScan, qui mesure le degré de fibrose du foie en envoyant des ondes de cisaillement dans le foie. Et le FibroScan est devenu le gold standard dans le monde pour mesurer la fibrose hépatique. Et cette société, qui a encore 60 personnes en France, a été rachetée par une société chinoise et elle explose aujourd'hui. Et le FibroScan, il y en a 3000 qui ont été installés dans le monde. Ça, c'est une société créée en 2001. Tout ça, vous voyez bien que c'est après juillet 99, date de la loi Allègre. Deuxième société qu'on a créée en 2003, Sensitive Object. C'est une société qui, à partir du bruit qu'on fait quand on glisse son doigt sur un objet, localise ce bruit et peut permettre de faire des objets tactiles ou des claviers tactiles uniquement par le son. Et Sensitive Object a été rachetée par Tyco, une grande boîte aux États-Unis, et elle est devenue HelloTouch. Et désormais, il n'y a plus personne en France. Et HelloTouch vend des grands écrans, des grands moniteurs de télé qui sont tactilisés par le bruit qu'on fait dessus. Supersonic Imagine, ça c'est une société d'imagerie médicale. Ce n'est pas la même chose que le produit qu'EcoSense vend, qui est un produit, qui est un instrument
qui donne une valeur. Une image, c'est plus qu'une valeur, c'est des millions de pixels. Et Supersonic Imaging est une société qui a commercialisé le premier échographe ultra rapide au monde, qui donne 10 000 images par seconde de l'intérieur du corps humain. Et aujourd'hui, c'est 158 employés. Et il y a eu 1230 Explorer vendus dans le monde entier, donc 80% à l'export. Et elle est rentrée en bourse. Quatrième société qui marche moins bien, Time Reversal Communication. Comment faire des communications micro-ondes en utilisant le principe du retournement temporel. Et là, malheureusement, le produit qu'on voulait faire coûte trop cher et ne peut pas marcher pour la télécom grand public, il marche que pour la télécom très sécurisée. Et la société a été rachetée par Bull et par Atos maintenant. Bon, maintenant, tout ça, ça part de quoi? Ça part de belle physique. Et la belle physique qui nous intéressait, il y a 25 ans, c'était la physique suivante. Je m'intéressais beaucoup à l'archéologie et donc à remonter le temps quelque part. Et quelque part, je me suis dit que ce serait intéressant de faire une machine qui ferait vivre à une onde sa vie passée. Revivre à une onde sa vie passée. Et pour ça, on est parti sur un concept très facile à développer dans le cas des ultrasons. C'est que lorsque vous avez un objet qui émet une onde, dans toutes les directions, cette onde peut être très compliquée, peut se distordre. Si cette onde est captée par un ensemble de microphones qui sont sur une surface, et si tous les signaux sont mémorisés, digitalisés, mémorisés, sous forme de bits d'information qu'on met dans des mémoires électroniques, eh bien, toute cette information contient un espèce de hologramme du milieu, elle contient tout ce qu'il faut pour reconstruire le milieu, et il y a une façon très simple de refaire vivre à l'onde sa vie passée, c'est de relire toutes les mémoires en verlan, et maintenant d'aller adresser tous les signaux en verlan sur chacun des microphones qui maintenant devient un haut-parleur. Donc ce sont ce qu'on appelle des transducteurs réversibles, et chaque haut-parleur maintenant émet en verlan tout ce qu'il a reçu quand il était un microphone. Et dans ce cas-là, on crée une onde qui n'a pas d'autre propriété que de revivre sa vie passée. Et ça, c'est dû à une propriété de l'équation des ondes qui est invariante par renversement du temps. Et c'est cette propriété qu'on exploite. Et toute cette onde qui revit sa vie passée, pas à pas, ce n'est pas un film qu'on repasse à l'envers, c'est vraiment l'onde physiquement qui revit sa vie passée et revient là où elle est née. En fait, elle peut recréer une image de l'objet sur cet objet. Et si au passage, ce système amplifie d'un facteur 1 million les signaux avant de les retourner temporellement, on peut créer une onde qui va détruire complètement la source initiale qu'il a générée. Si moi je parle, le bruit que j'envoie avec mes cordes vocales que vous recevez, s'il y a des micros partout et des haut-parleurs, et si on retourne tout ce que je vais dire en verlan, eh bien mes cordes vocales explosent et je tue le bonhomme ou je tue la tumeur, si c'est une tumeur qui a eu la bonne idée de pousser un petit cri d'abord. Et donc, basé sur cette idée, qu'on a développé en 87, ma première idée, c'était de trouver de l'argent pour fabriquer cet appareil. Cet appareil, j'y avais pensé 10 ans avant, mais c'était une époque où les mémoires électroniques étaient celles du Apple II. C'était des petits circuits qui allaient très lentement et on ne pouvait pas imaginer stocker beaucoup d'informations dans des mémoires rapides marchant à 50 MHz. Et au moment où c'est arrivé, je me suis dit, il faut qu'on le fabrique cet appareil. Maintenant, on peut le fabriquer, cet appareil idéal que j'avais décrit dans ma thèse bien avant. Et cet appareil, pour le fabriquer, je me suis dit, il faut que je trouve une application, parce qu'à l'époque, dans le système français, il n'y avait pas l'ANR, et il y avait juste l'ANVAR qui pouvait de temps en temps mettre de l'argent dans le cadre des aides à l'innovation au laboratoire. Et donc j'ai eu l'idée que cet appareil pouvait servir à casser des calculs et faire une machine qui casserait des calculs du Rhin bien plus efficacement que les autres machines. Et on a mis au point cet appareil avec l'ANVAR, puis on a travaillé avec une société qui s'appelait Technomed, et l'idée était la suivante. Si vous avez un réseau de transducteurs, mais un calcul, c'est comme une petite pierre que j'appelle un scattereur. Je n'ai pas de flèche laser, mais tant pis, ma flèche c'est mon doigt. Si vous envoyez une première onde dans le corps humain, et si dans le corps humain il y a juste un petit objet qui brille, c'est-à-dire qui est un bon réflecteur, si vous enregistrez l'écho de cet objet dans la deuxième phase, l'écho c'est plein de petits signaux, et si vous les sélectionnez dans une fenêtre temporelle, si vous les retournez temporellement maintenant, c'est-à-dire chaque signal, on les renvoie en verlan, et bien vous recréez un autofocus sur le point
qui était là. Le point, c'est une cible. J'ai juste une cible et mon système fait un autofocus, merci beaucoup, sur cette cible. Alors, évidemment, ça c'est joli, mais dans la vérité, dans la réalité, si vous regardez le corps humain, un rein, un foie, c'est plein de cibles. Et un calcul rénal, c'est une grosse cible qui brille plus que les autres. Alors on peut utiliser quelque chose qu'on a appelé le retournement temporel itératif, qui est très simple. Vous envoyez une première onde, si vous avez deux cibles, une qui réfléchit fort, une qui réfléchit faiblement, vous écoutez deux échos. Et sans le savoir, si vous le retournez temporellement, vous renvoyez les deux ondes, une forte sur la cible forte, une faible sur la cible faible. Et donc si vous itérez, la cible faible va être éclairée faiblement au carré. À chaque itération, la cible la plus forte va se dégager comme une loi de puissance et la cible la plus faible va disparaître. Et donc, en faisant des itérations de retournement temporel, vous traquez au milieu de plein de cibles la plus forte. Et après, vous pouvez décider de la tuer. Et là, on a fabriqué cet appareil qui était ce gros système où il y avait à l'époque 128 transducteurs piézoélectriques, ça ne suffisait pas, il en fallait 256 pour faire l'affaire. Et puis on utilisait ça à l'hôpital, à Édouard Herriot à Lyon et à Cochin à Paris, et sur un rein, on envoyait des ondes et on écoutait les échos. Il y avait plein d'échos de toutes les structures du rein. On les retournait temporellement, on les renvoyait, on réécoutait le nouvel écho, on itérait. Et au bout d'un certain temps, tous les échos se nettoyaient et seul un écho restait, celui de l'endroit qui brille le plus, qui est le calcul, qui est le plus dur, et on tapait dessus. Et donc on avait développé ça, on avait fait un très bel appareil, Technomètre s'était lancé là-dedans, mais l'appareil coûtait à vendre et à fabriquer 6 à 7 fois plus cher que n'importe quel lithotripteur. Il avait un avantage extraordinaire, c'est que 30 fois par seconde, le faisceau traquait la position du calcul, parce qu'on ne vous dit pas quand vous allez à l'hôpital que vous respirez et que votre calcul il bouge de plusieurs centimètres pendant la respiration. Et donc, quand vous allez à l'hôpital pour vous faire détruire un calcul, il n'y a qu'un faisceau sur 4 qui touche le calcul et les autres font saigner. Mais ce n'est pas très grave parce que les tissus du rein se régénèrent bien. Et nous, on avait trouvé un super truc, le missile Patriot qui suivait perpétuellement le calcul et qui le démolissait. Ça coûtait tellement cher que ça a été un bug total. Technomed n'a jamais pu le mettre dans le commerce et on a été écœurés. On s'est dit, on a une super belle idée, elle ne sert à rien parce qu'elle est trop chère. Et donc, on a après cherché d'autres choses à faire. On a travaillé avec Safran pour utiliser le retournement temporel pour voir des défauts dans des matériaux compliqués. C'était SNECMA à l'époque. On a fait des choses pas mal qui nous ont donné beaucoup d'argent au labo pour avancer là-dedans. Mais ce qu'on a fait était un appareil compliqué et SNECMA n'a pas voulu le commercialiser, bien que ça permettait de détecter des défauts dans des pièces d'avion bien mieux. Mais SNECMA était en rivalité avec GE, qui développait sa propre technique. Et GE était beaucoup plus fort que SNECMA parce qu'ils avaient eux-mêmes leur propre usine de contrôle non destructif, ce que n'avait pas SNECMA. Donc on a eu des échecs quand on a démarré sur le retournement temporel. Et ça nous a fait réfléchir à refaire de la physique de base à partir de ces appareils qui avaient été payés par Lanvar et par SNECMA. Est-ce qu'on ne peut pas rebondir sur cette idée et faire quelque chose de mieux? Et une des choses auxquelles on a pensé dans les années 98, c'est de faire d'un miroir à retournement temporel un super échographe. Vous savez qu'un échographe médical, c'est aussi un réseau de transducteurs piézoélectriques. Il a par exemple 256 éléments. Et vous savez que dans un échographe, on focalise les ondes ultrasonores en émettant de chaque petit transducteur des signaux avec des retards pour que tous les signaux s'additionnent en face quelque part. Et on s'est focalisé une onde dans le corps humain, plus ou moins bien, et ce faisceau, on peut écouter ses échos. Et pour faire une image en échographie, qu'est-ce qu'on fait? On envoie un faisceau, on écoute les échos, donc c'est un sonar ou un radar. Et après, on envoie un deuxième faisceau, on écoute les échos. On envoie un troisième faisceau, on écoute les échos, et on continue comme ça. Et on fait ce qui s'appelle une image obtenue de façon séquentielle. Et puis on change la focale, parce qu'on a une profondeur de champ autour d'une focale, il en faut au moins 4 pour faire une image complète. Et ça prend pour faire une image un certain temps. On fait des belles images qui bougent. Les médecins sont très contents, ils ont 50 à 100 images par seconde. Mais nous, comme on était des physiciens fous, on s'est dit, on a un miroir à retournement temporel au labo, on pourrait nous faire un échographe qui fait 10 000 images par seconde. Alors on s'est un peu renseigné, tout le monde nous a dit que ça ne servira à rien de voir l'intérieur du corps 10 000 fois par seconde. Mais on savait que ça allait servir à quelque chose. Et notre échographe a été basé sur le principe suivant. Il utilise le même réseau de transducteurs, mais au lieu de focaliser une onde et de la déplacer, il envoie juste une onde plane très brève. Et comme on a
des tas de transducteurs qui ont chacun des amplificateurs et des convertisseurs analogiques digitaux et une mémoire énorme. On stocke tout ce qui revient dans des mémoires. Et une fois qu'on a tout stocké dans les mémoires, comme on connaît en gros la vitesse des ultrasons dans le corps humain, qui est 1520 mètres par seconde, eh bien, au lieu de physiquement renvoyer tout ce qu'on a reçu en renversant le temps et pour refocaliser dans le milieu, eh bien, on va faire le retournement temporel dans l'ordinateur. Et donc, tous les signaux qu'on a reçus, on les retourne temporellement et on va les backpropager dans un code numérique qui simule la propagation dans un milieu où la vitesse est 1520 mètres par seconde. Et quand on fait ça, clac, ça recrée l'image dans l'ordinateur. L'image est moins bonne que cette image parce qu'elle n'est refocalisée que pendant la phase de réception, mais elle peut être très bonne. Et en fait, elle a un énorme avantage, c'est qu'on a 10 000 images par seconde au lieu d'en avoir 50, puisqu'en un tir, on fait l'image. Et quand on fait ça, alors il y a des astuces. Là, on a envoyé une onde plane, on peut envoyer 3 ou 4 ondes planes avec différents angles pour les ressommer et refaire une image qui devient très bonne et qui n'a pas 10 000 images par seconde, mais où il y en a 3 ou 4 000 par seconde. Et lorsqu'on a cet imageur, à quoi ça peut servir? Eh bien, l'idée qu'on avait, c'est que ça pouvait servir à observer dans le corps humain des ondes qui ne sont pas des ultrasons, mais des ondes mécaniques qu'on appelle des ondes de cisaillement qui se propagent lentement dans le corps humain. Ces ondes sont les ondes qui sont données quand on vous donne un coup de poing sur le ventre. Votre ventre fait flop, 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 et on voit la surface du ventre qui se déforme. Et ça se déforme en surface et aussi à l'intérieur. Et ce sont les ondes qui détruisent dans les tremblements de terre les maisons parce que les ondes de compression qui arrivent les premières ne sont pas méchantes, mais les ondes de cisaillement, c'est elles qui font sauter les bâtiments. Or, dans le corps humain, ces ondes de cisaillement avancent à une vitesse qui dépend d'un module très important, qui est le module de cisaillement ou le module Young, que sent le médecin quand il palpe les tissus. Quand un docteur palpe les tissus pour repérer sur un sein s'il y a quelque chose de plus dur, la seule chose qu'il sent au bout de sa main, c'est que le module de cisaillement, qui est le tiers du module Young, a changé. Et ces ondes de cisaillement, elles avancent à une vitesse qui dépend du module de cisaillement, justement. Et elles avancent à des vitesses entre 1 et 20 mètres par seconde. Donc, si on a 10 000 images par seconde du corps humain, on peut voir un front d'onde de cisaillement avancer millimètre par millimètre et mesurer sa vitesse. Et donc, le concept qu'on a lancé à l'époque, c'était le concept de multi-wave imaging. Pour faire l'image d'un objet, on ne va pas utiliser qu'un type d'onde. Les ultrasons ne sont que des ondes de compression aux fréquences élevées. On va essayer d'exploiter une onde pour filmer l'autre onde. L'onde rapide va filmer l'onde lente. Et ce concept de multi-wave imaging, on l'associe à la façon de fabriquer une onde de cisaillement. Ça peut être un coup de poing, ça peut être vous-même qui, quand votre cœur bat, crée des ondes de cisaillement, ou moi quand je chante, ou la Castafiore qui crée des ondes de cisaillement. Et ça peut être aussi, ces ondes de cisaillement, on peut les créer aussi par quelque chose qui s'appelle la pression de radiation ultrasonore. On peut pousser à l'intérieur du corps humain et créer des petits séismes qui créent des ondes de cisaillement. Et en fait, à l'époque, à côté du retournement temporel, on avait compris que ces ondes de cisaillement, c'était l'avenir en médecine, parce qu'elles mesuraient quelque chose d'utile aux médecins, alors que l'échographie donne des images très compliquées à interpréter. Et on avait à l'époque, avec deux de mes thésards, Stéphane Catlin et Laurent Sandrin, inventé une méthode très simple qui était juste un petit vibreur qui donne un coup. Au bout de ce vibreur, il y a juste un transducteur ultrasonore, il n'y en a pas 256, mais il y en a un. Et ce coup crée une onde de cisaillement et en même temps on envoie des ultrasons et on suit le mouvement du cisaillement par ultrasons. Et on mesure ainsi la vitesse des ondes de cisaillement grossièrement dans le foie d'un individu. Et cette vitesse vous donne donc la dureté. Or, il faut savoir que quand les gens ont des fibroses qui terminent sur une cirrhose, il y a 5 scores de fibrose et à chacun de ces scores de fibrose est associée une dureté qui devient de plus en plus forte quand le foie est de plus en plus en mauvais état, jusqu'à atteindre le stade de cirrhose. Et donc, cet instrument très simple, au lieu de faire une biopsie pour mesurer l'état de fibrose de votre foie, juste un petit coup vous donne cette information. Et on avait développé ça au labo, et c'était d'abord ce vibreur qu'on testait avec cette petite capsule piézoélectrique, puis après c'est devenu ce produit. Et lorsqu'on a fait Ecosens, en 2001, après la loi Allègre, justement, eh bien, on a lancé ce produit.
Et ce produit a été un vrai succès, puisque je vous dis aujourd'hui, c'est vraiment le gold standard dans le monde. Les États-Unis sont les derniers à l'avoir accepté, la FDA l'a accepté il y a 1 an, mais le monde entier l'utilise, et si vous allez à l'hôpital pour un problème de fibrose, vous passerez sur un fibroscan. Alors, petite remarque, ça c'était un instrument qui ne donne qu'un chiffre, et qui peut être vendu directement à un hépatologue. Donc, on n'a pas besoin de le vendre à un radiologue spécialiste d'imagerie. Un hépatologue, il achète ça et hop, chaque fois qu'il a un patient, il donne un petit coup et il regarde ce que ça fait. On a eu la très bonne idée parce que cette même idée généralisée pour faire une image, on l'a poussée au labo. On a mis après 256 transducteurs qui faisaient une image ultra rapide sur le vibreur. C'était lourd, les médecins ne voulaient pas faire ça. On a fait ça à l'Institut Curie. Et puis après, on a trouvé qu'on pouvait créer nous-mêmes nos ondes de cisaillement sans donner de coup, uniquement par la pression de radiation, et on a fait cet appareil qui est devenu l'Explorer. Et là, on a fait quelque chose d'intelligent, sans le savoir. On n'a pas mis dans la même boîte 2 produits qui n'avaient rien à voir. Un produit était un instrument qui peut être vendu à tout hépatologue. L'autre produit, c'est un imageur. Et un imageur, la concurrence, c'est qui? Philips, GE, Siemens, Toshiba, Hitachi. Et c'est des gros. Et donc, il faut beaucoup plus d'argent pour faire une société. Et alors, dans chaque cas, il faut qu'il y ait un individu qui crée la société. Dans le cas d'Ecosens, ça a été un de mes thésards, Laurent Sandrin, élève de l'ESPCI, qui a créé la société avec Bertrand Fourquet. Et donc, il y a plusieurs étudiants de l'ESPCI dans cette société, et toujours d'ailleurs, Place d'Italie. Pour Supersonic Imaging, notre idée, c'était la suivante. On allait coupler cet imageur ultra rapide à retournement temporel qu'on avait mis au point au labo, mais qui était un appareil compliqué. Maintenant, on allait en faire un imageur qui allait filmer l'élasticité des tissus, mais millimètre par millimètre, donc donner une image. Et là, j'ai eu la bonne idée de convaincre Jacques Souquet, qui était un Français installé aux États-Unis depuis 20 ans, qui dirigeait la recherche et le développement de Philips Medical. J'ai d'abord essayé de vendre cette idée de l'imageur ultra rapide aux 3 grands. Je suis allé voir Philips, GE, Siemens. Ils m'ont tous dit « Wow, vous avez quelques résultats sur quelques femmes qui ont des cancers, c'est pas significatif. Tant qu'il n'y aura pas 10 000 patientes screenées par cette méthode, on ne s'intéressera pas à ça. Et en plus, c'est un changement complet de notre appareil par rapport à la base standard qu'on upgrade chaque année en rajoutant 2-3 logiciels. Et il faut faire un nouvel appareil, ça ne nous intéresse pas. » Et donc, on n'a jamais été capable de convaincre les grands de faire ça. Et donc, la seule façon, c'était soit de se barrer aux États-Unis, parce que c'était plus facile de les convaincre. Et en 2003, avec une partie de mon labo, on a failli partir à San Diego. Et à ce moment-là, Jacques Souquet, qui connaissait ce qu'on faisait, nous a dit « Oh, partez peut-être pas, parce que moi, je vais peut-être revenir des États-Unis. » Et donc, finalement, il est revenu, il a quitté Philips, il est revenu avec 12 ingénieurs français des États-Unis, qui avaient presque tous fait leur thèse avec moi avant, mais tous les gars qu'on formait allaient systématiquement dans les grandes boîtes d'imagerie médicale qui étaient toutes aux États-Unis. Et on est parti sur une équipe de choc à Aix-en-Provence pour fabriquer l'Explorer. La caisse qu'il y avait au labo, c'était ça. On avait un appareil monstrueux qui était un miroir à retournement temporel. L'Explorer, d'un coup, a remplacé toute cette énorme électronique par des petits circuits GPU. Il a mis 8 cartes de jeux vidéo ensemble. Et au lieu de faire 45 minutes pour faire tout notre film, en quelques dixièmes de seconde, tout le retournement temporel et tout le calcul était fait. Et donc, il fallait une boîte pour faire quelque chose de bien, de notre joli proto qu'on trimballait de l'ESPCI à l'Institut Curie en ayant failli le renverser plusieurs fois. Bon, là, l'appareil est là. C'est intéressant quand même ce qu'on fait, parce que regardez, quand vous voyez une image d'échographie standard, vous ne voyez que ce qu'on appelle le speckle, tous les échos des petits diffuseurs, et ici c'est un fantôme où il y a une zone qui est 2 fois plus dure que les autres zones. Les ultrasons ne voient strictement pas la dureté, le module de cisaillement, ils ne voient que le module de compressibilité, qui n'est pas du tout la même chose, alors que si vous regardez le petit film qui dure 20 millisecondes qu'on fait, on voit une onde de cisaillement qui se déforme en passant là, et on peut calculer à partir de ça la vitesse de l'onde de cisaillement à chaque point, et si on affiche cette vitesse, qu'est-ce qu'on a? On a ça. On a vu que l'onde de cisaillement a changé de vitesse, il y a eu un scattering par l'objet,
et on peut, par problème inverse, reconstruire la carte. Et là, on a la carte de dureté en kilopascal. Donc, on a un outil complètement utile, quantitatif. Et cet outil quantitatif, évidemment, par rapport à ce que nous, on faisait au labo, ça donnait ça, le film, il fallait 45 minutes. Et avec Supersonic, d'un coup, c'est devenu ultra rapide. Et les applications sont très nombreuses. Je ne vous en parle que d'une, c'est le diagnostic du cancer du sein. Mais il y a le cancer du foie, il y a la prostate, il y a toutes les maladies vasculaires où la rigidité des tissus change. Et comme on peut mesurer en gros la rigidité 10 fois par seconde, on peut même suivre pendant la pulsatilité du sang comment les organes se rigidifient. Et ça, c'était une belle aventure qui marche bien. Bon, maintenant, c'est du médical. Et on n'a pas fait que du médical. Comme je vous avais dit, comme on avait été déçus par nos premiers échecs en médical, on a fait de la physique. Et on s'est rendu compte que lorsqu'on vivait dans une cavité fermée où les ondes rebondissent, ça peut être des ondes ultrasonores, électromagnétiques, ça peut être des vagues dans l'eau, eh bien, on n'avait pas besoin d'avoir beaucoup de transducteurs. Et on s'est rendu compte que si vous aviez une source qui pousse un cri, bien que vous ayez peu de transducteurs, vous avez d'abord les signaux qui arrivent les premiers ici, mais si ça réverbère, au bout d'un certain temps, tout ce que vous envoyez dans une mauvaise direction finit par arriver. Et donc on s'est dit, si on a des mémoires électroniques très grandes dans ce cas-là, si on retourne temporellement tous ces bruits très longs, est-ce que ça ne va pas refocaliser au point de départ de façon parfaite? Et on a fait plein d'expériences au labo à petite échelle. Et on a essayé de vendre cette idée à la marine française en leur disant la mer, c'est un milieu réverbérant entre la surface de l'eau et le fond de la mer, et peut-être ça pourrait faire des choses. Ça n'a pas tellement intéressé nos militaires, mais ça a intéressé les militaires américains qui ont fabriqué très vite, par l'université de San Diego, un miroir à retournement temporel de 78 mètres de long, fait de 29 petites antennes qu'on met dans la mer. Et là, on va mettre ça dans la mer, on va travailler avec une longueur d'onde de 50 cm autour d'une fréquence sonore. Et la manip se fait en fait sur 10 km. Vous ne voyez pas qu'il y a 10 km de distance et 100 mètres de hauteur. L'échelle est fausse, mais vous allez faire la manip suivante, vous allez pousser un petit cri. Je vais vous faire écouter ce cri. Vous poussez un cri bref, et à 10 km de distance, vous regardez ce qu'un micro reçoit après toute la réverbération qu'il y a entre le haut et le bas. Donc un micro reçoit un signal très long. Maintenant, vous le prenez, vous le renvoyez en verlan, et vous regardez ce qui revient au point de départ. Et ce qui revient au point de départ, c'est un signal aussi bref que celui que vous avez envoyé, puisque l'onde a revu sa vie passée, et en plus, il se refocalise sur une petite tâche. Vous voyez donc qu'en enregistrant un signal qui a été complètement abîmé par la réverbération, si vous le retournez temporellement, il redevient ce qu'il était au point de départ, c'est-à-dire il revient aussi bref. Et en plus, il refocalise au point de départ. Et si vous regardez sur quelle taille il refocalise sur une taille, ici, à 10 km de distance, il refocalise sur 30 cm. C'est-à-dire que ici, il n'y a que celui qui est là qui entend ce cri, et les autres n'entendent rien. Et donc, on a trouvé qu'on pouvait transformer un milieu en espèce de guide d'onde uniquement par le biais du retournement temporel. Et donc, on a poussé ça. Après, les gens ont rajouté des codages supplémentaires à ce signal qu'on envoie. On rajoute une modulation, du Mozart. Et ici, seul le gars qui est là, il va recevoir du Mozart. Et donc, ça peut faire de la télécom qui exploite bien l'environnement. Et en fait, excusez-moi, ça doit se voir dans... Ah oui, non, c'est là. Il suffit qu'on ait un petit véhicule qui envoie un clic, on reçoit le clic, on retourne ce grand signal, ça refait un clic, et puis maintenant on le convolue par des plus 1 et des moins 1, et ici, lui, uniquement entend plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, et personne d'autre ne l'entend. On a joué à ça. Bon, maintenant... Une autre chose, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas des cas de figure où quand on n'a qu'une antenne, on peut faire du retournement temporel et ça marche bien. Et on s'est dit, si on vit dans une cavité complètement fermée de tous les côtés, ça peut marcher. Et donc on a fait une belle expérience de physique. On prend une petite plaque de silicium sur laquelle on peut faire propager des ondes mécaniques, c'est des ondes de surface. On donne un coup de marteau, bing, une microseconde. Ici, on capte un signal très long à cause de la réverbération et on retourne temporellement ce signal. Et si on le retourne, paf, il refocalise au point de départ. Et donc, on a vu qu'une antenne, dans un milieu clos, quand elle enregistre un code, ce code, c'est un hologramme temporel qui a la mémoire de ce qui vient du point de départ. Et donc, si on le renvoie, il revient au point de départ. Et
on a décidé de transformer ça en une belle start-up en remplaçant les cavités par les objets de la vie courante. Cet objet en plastique, quand je tape dessus, je crée des bruits. Et on colle sur cet objet juste un petit transducteur piézoélectrique, un accéléromètre. On donne un coup avec son doigt, bing. Ce coup donne un signal qui dure un certain temps. Si on l'a capté, si on le retourne temporellement, la table se soulève ici. Bon, ce n'est pas très intéressant de soulever la table au point où on l'a tapé. Mais ce qu'on peut faire, c'est diviser un objet qu'on ne connaît pas en plein de points. Sur chaque point, on donne un petit coup, on fait une phase d'apprentissage. Chaque coup est enregistré par ce capteur unique. On a une banque de réponses. Et quand on a cette banque, eh bien, on va l'exploiter dans une deuxième phase. On peut retourner chaque signal pour refocaliser en chaque point, mais on peut maintenant, dans l'ordinateur, quand on tape, comparer à la banque de signaux qu'on a, et il suffit de faire une intercorrélation du coup qu'on donne avec cette banque de signaux. Et en faisant une intercorrélation, c'est la même chose que de faire une convolution par les retournées temporelles des signaux qui sont là, et ça mimique complètement ce qui se fait dans la nature, et pour faire un retournement temporel. Et là, le système apprend où vous êtes. Et de ça, on peut faire des objets, par exemple. Il y a un petit film où on voit que son doigt glissant sur la table, on repère tous les points où vous êtes et on dessine. On dessine par le son qu'on crée et qui est décodé par un capteur. Il suffit d'avoir appris, pas tous les points de la table, mais un certain nombre de points. Bon, alors ça, c'est Sensitive Object, vendu à Tyco, qui est devenu HelloTouch. Et là, nous, on a tout perdu. Sauf que la boîte a été très bien vendue à 66 millions de dollars à l'époque, mais maintenant c'est complètement américain, c'est du côté de San Francisco, vous allez voir HelloTouch, les meilleurs gars de l'équipe française qui était à Boulogne sont partis là-bas et on n'en parle plus. Par contre, au labo, on fait toujours des recherches là-dessus. Maintenant, télécom. Je vous ai montré les télécoms sous-marines, il y a aussi les télécoms micro-ondes qui peuvent marcher. Dans une ville ou dans un bâtiment, le grand problème de la communication, c'est la réverbération. Or, le retournement temporel adore la réverbération, puisque quand un signal est longuement réverbéré, s'il le capte, s'il le retourne, il se recompresse. Donc, on a commencé à faire des petites manips où on envoyait dans une ville ou dans une salle des signaux brefs de 10 nanosecondes. Quand on les capte, ils sont très longs, parce qu'ils ont cogné sur tous les murs et ça dure du temps. Et quand on les retourne temporellement, ils reviennent en marche arrière et ils se recompressent en temps, comme le signal bref que vous entendez, et ils refocalisent sur une tâche qui fait lambda sur 2. Lambda sur 2, c'est la demi-longueur d'onde, c'est la limite de diffraction. C'est parce qu'on travaille avec des longueurs d'onde de l'ordre de quelques gigahertz. Et donc, on prend, si un téléphone émet un clic d'identification, une autre d'ici, la base qui est là enregistre un code, retourne le code et lui reçoit son clic. Et après, elle peut envoyer par modulation une information que seul lui reçoit. Et on a une focalisation spatio-temporelle sur des tâches de lambda sur 2. Et donc, c'est intéressant pour faire de la communication sécure, parce que personne d'autre dans les autres zones ne comprend les signaux, il n'y a qu'au point où ça doit refocaliser. Et ce qu'on a inventé à l'époque, et ça fait l'objet d'un bel article dans Science, c'était l'idée suivante. La tâche focale faisant lambda sur 2, c'est 6 cm. Ça veut dire que vous pouvez envoyer des informations à un téléphone qui est là, et s'il y a un téléphone à 6 cm à gauche, on peut lui envoyer une autre information. Et donc, chaque antenne peut être mise tous les 6 cm, parce qu'en gros, la tâche focale est 6 cm. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on ne peut pas battre la limite de diffraction ? Et pour ça, on a eu l'idée suivante. On s'est dit, si on a une petite antenne, si au lieu de la faire émettre directement dans l'espace libre, on lui rapproche un objet horrible que j'appelle un transformateur d'ondes évanescentes en ondes propagatives, qui est fait de tas de petits résonateurs sublongueurs d'onde, comme des tas de petits atomes qui sont tous mis les uns des autres, mais qui résonnent autour des fréquences qu'on utilise. Cet objet peut transformer les ondes évanescentes en ondes propagatives. Et ces ondes propagatives vont au loin. Et il y a un théorème qui s'appelle le théorème de réciprocité propagative évanescente qui dit que si on retourne temporellement les ondes propagatives, elles redonneront naissance aux ondes évanescentes. Or, les ondes évanescentes, c'est elles qui contiennent les détails plus petits que la longueur d'onde. Et on peut donc les reconstruire. Et donc, on a pris les antennes, c'était un bout de fil, et on les a entourées d'une forêt de fils de cuivre qui avait l'air horrible. Et une petite antenne qui est là, on lui met un chapeau dessus qui la rend très laide. C'est des cheveux hirsutes. Moi, je ne pourrais pas me mettre ça là-dessus. Mais en tout cas, c'est une structure très moche. On fait ça, et quand on fait ça, quand on envoie une impulsion de 10 nanosecondes sur un petit fil qui est entouré de cette mélasse de fils, au loin,
une antenne à 100 mètres capte un code très long, parce qu'il y a eu de la multiple réverbération là-dedans. Et quand on retourne temporellement ce code, ça doit revenir en marche arrière et ça se recompresse, mais la grande nouveauté, c'est que ça se recompresse sur une tâche focale qui fait lambda sur 30. Lambda sur 30, c'est en gros la distance entre les résonateurs. Et grâce à ça, on peut envoyer des informations très focalisées sur des antennes du moment qu'elles sont mélangées dans une forêt de résonateurs. Et de ça, on a fabriqué des antennes qui sont ce qui s'appelle des split rings, qui sont des petits oscillateurs sublongueur d'onde. Et en mettant beaucoup, chaque antenne profite des autres antennes pour jouer là-dessus. Et on peut comme ça envoyer des informations différentes à des antennes très proches, de 4 mm par exemple l'une de l'autre, au lieu d'être à 6 cm. Donc on a voulu créer Time Reversal Communication, on l'a créé, mais ça ne marche pas bien parce que c'est très cher de faire du retournement temporel à 10 GHz ou à 15 GHz, parce qu'il faut des fréquences d'échantillonnage plus élevées que les fréquences centrales. Faire du retournement temporel à 10 MHz, à 100 MHz, ça ne coûte rien. À quelques Hertz, ça coûte encore moins cher, mais à 10 ou 15 GHz, ça devient cher. Et donc, on a un peu merdé en télécom sur l'application du retournement temporel. Et là, comme quand même le problème des communications m'intéressait, en particulier parce que quand je vais en Bretagne, dans ma maison, je n'arrive jamais à capter le moindre signal dans ma maison, je me suis dit qu'on pourrait peut-être faire un miroir qui ne serait pas un miroir à retournement temporel, mais un miroir intelligent pour les téléphones et qui pourrait être, mais qui va marcher pour des signaux à bande relativement étroite, comme il y a ce qu'on a aujourd'hui en téléphonie. Pour que vraiment le retournement temporel soit utile, il faut une bande large, il faut des signaux qui contiennent beaucoup de fréquences. Quand on a une bande étroite, le retournement temporel n'est pas intéressant et en plus il coûte cher. Et donc l'idée était la suivante. Quand vous êtes dans une pièce, quand vous recevez un signal sur votre téléphone, il vient d'où? Il vient soit d'une livebox qui est dans la pièce, soit il vient par les orifices des ondes qui viennent des antennes relais et qui rebondissent dans les pièces en créant un pattern très compliqué. Et quand vous recevez votre téléphone, il reçoit l'interférence de toutes les ondes et l'interférence peut être nulle ou peut être forte s'il a de la chance, mais généralement, moi je sais qu'en Bretagne, il y a un ou deux endroits de la maison où en me mettant, j'arrive à avoir un peu de signal. C'est des endroits où il y a une espèce de ventre de signal plutôt qu'un nœud, et les autres endroits, c'est horrible. Et puis ça change tout de suite dès que quelqu'un respire dans la pièce. Et donc, l'idée que j'ai eue était la suivante. C'est la chose suivante. Quand vous avez, par exemple, deux antennes, une qui au point A, une au point B, qui émettent autour d'une certaine fréquence. Si c'est autour d'un mode de cette pièce, vous pouvez être soit un nœud, soit un ventre de cette pièce, et la communication peut être très mauvaise. Ici, A peut être aussi à l'extérieur de la pièce. Du moment qu'il y a une petite fuite, il peut y avoir de l'énergie qui rentre. Et l'idée que j'ai eue, c'était pourquoi ne pas mettre sur un mur un petit miroir en cuivre, au début, qui se déformerait pour faire que toutes les ondes arriveraient toutes en phase sur mon téléphone, comme un télescope où il y a plein de petits miroirs, mais avec comme but d'optimiser au point B. Et vous savez que, par exemple, si vous êtes dans une pièce qui a une forme d'ellipse, si vous parlez du point A, tout ce que vous dites arrivera parfaitement au point B. Dans le métro, vous savez que si vous êtes debout là, le gars qui est là entend très bien ce que vous dites grâce à la géométrie. Mais ici, il faut une géométrie de pièce en ellipse. On ne vit pas toujours dans des ellipses. Et donc, peut-on transformer n'importe quelle pièce en une ellipse entre deux points? Et donc, la transformer, c'est l'idée suivante. Si je mets sur un bord de la pièce, c'est-à-dire une condition aux limites, tout simplement un miroir intelligent formé de petits éléments de miroir qui peuvent soit renvoyer les signaux en phase, soit en opposition de phase. Soit ils renvoient avec la même phase, soit avec la phase opposée. Ce que je vais recevoir au point B, c'est la somme de toutes les ondes qui arrivent de toutes les directions, plus de toutes les ondes qui arrivent de ces points. Et je peux, en changeant très vite, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, voir si au point B, ça s'améliore. Et je peux faire un apprentissage pour focaliser au point B. C'est comme ce qui s'appelle un spatial light modulator en utilisant des cristaux liquides pour moduler la lumière, qui est beaucoup utilisé maintenant, mais nous, on l'a fait pour les micro-ondes. Et on a inventé quelque chose qu'on appelle un spatial microwave modulator, qui est tout simplement une surface, cette surface contenant des petits résonateurs électriques, et suivant que ce résonateur a une fréquence ou une autre fréquence, il renvoie les signaux qu'il reçoit ou avec la même phase ou en opposition de phase. Et quelque part, un individu a son téléphone et il regarde quand le damier change plus 1, moins 1, plus 1, il regarde si c'est bon ou pas bon.
Et on a fabriqué ces surfaces et on s'est amusé à regarder ce qu'on peut faire avec. Et ici, la Fabrice Lemoult va vous montrer, si tout va bien, une petite manip. Non, si tout va bien. Il va vous montrer une petite manip où voilà le damier qui correspond à la phase est plus 1, moins 1. Et sur une antenne, on part d'un niveau bas et tout de suite, le damier s'adapte. Là, quand vous bougez, vous n'êtes plus bien configuré, mais le damier va réapprendre à vous renvoyer une amplitude qui peut être 10 ou 100 fois plus forte que l'amplitude que vous recevez normalement. Et donc, quelque part, le but, c'est d'arriver à ça et d'y rester. Là, dès que je bouge, dès que je respire, ma pièce change et je dois réapprendre. Et si vous rapprenez plus vite que la pièce change, et donc si vous avez un miroir adaptatif, ben vous pouvez vous promener même avec votre téléphone et l'énergie est focalisée. Ça a un gros intérêt, c'est que d'un coup, vous pouvez gagner un facteur 10 à 100 suivant la taille de cette surface, mais cette surface peut être une surface d'1,5 mètre carré qui peut coûter 50 €. Si vous chargez une application sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, ben, toute l'énergie qui rentre dans la pièce est recyclée de façon intelligente pour aller sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et là, c'est une société qu'on est en train de créer, d'ailleurs. Tous les gens intéressés peuvent suivre, qu'on appelle Greener Wave, parce que les ondes plus green. Et quelque part, on a calculé que si il y avait une norme dans le bâtiment qui fait que dans chaque pièce, on devait mettre 1,5 mètre carré de ce matériau, les antennes relais pourraient émettre entre 10 et 100 fois moins d'énergie dans les villes, et au sein des bâtiments, on aurait la même qualité d'écoute, parce qu'au lieu d'avoir bêtement de l'énergie qui va n'importe où, et ça ne sert à rien, l'énergie n'est recyclée que vers votre téléphone, ou 2 ou 3 ou 4 téléphones, parce que le système peut marcher sur plusieurs trucs. Et donc, ça, c'est notre dernier projet, sachant qu'on a démarré sur la thérapie. Vous vous rappelez, on voulait casser des calculs. On a fabriqué un appareil bien trop cher. Il fallait beaucoup trop de transducteurs et les électroniques de retournement temporel coûtaient trop cher. Maintenant, on s'est dit, on peut peut-être faire de la thérapie sur 2 organes. L'un qui est le cerveau, et là c'est intéressant d'avoir le retournement temporel parce que quand on veut focaliser des ultrasons à travers un crâne, c'est une catastrophe, on ne connaît pas la forme du crâne et les faisceaux d'ultrasons sont défocalisés. Et si on veut brûler en déposant beaucoup d'énergie une zone du cerveau pour la détruire, on risque de faire de la casse. Et donc, on a d'abord étudié le principe du retournement temporel derrière des crânes, on a mis des petites sources. Évidemment, il faudrait avoir une tumeur qui pousse un cri, c'est pas très pratique, ou si la tumeur était une petite pierre, à la rigueur, on pourrait la voir. Mais donc, on a d'abord développé tout ça, et on s'est rendu compte que si on faisait une image 3D du crâne avec un scanner rayon X, on peut avoir une carte 3D de la porosité du crâne, et il y a une loi de physique qui vous donne la vitesse des ultrasons quand vous connaissez la porosité. Et donc on peut complètement simuler, après avoir pris l'image tridimensionnelle du crâne d'un individu, la propagation d'une onde qui vient de n'importe quel point virtuel. Ça, tout se fait à l'ordinateur. Et quand on a les fronts d'onde, il suffit de retourner temporellement les fronts d'onde et ils vont aller détruire le point d'où on est parti. Et donc on peut apprendre pour tous les points d'une zone qu'on veut détruire, ces fronts d'onde. Et on a développé ça. On en est à une phase où Michael Tanter a obtenu un équipex sur ce projet. Et là, on montre pour le moment sur des cadavres qu'on peut choisir une zone et élever la température en cette zone pour détruire cette zone. Pour le moment, on a fait ça sur des cadavres et sur beaucoup d'animaux vivants. Maintenant, il y a un nouvel appareil qui est fait avec l'aide de Supersonic Imaging qui va rentrer à l'hôpital. Maintenant, je termine sur une autre société qu'on a créée il y a quelques mois, qui s'appelle CardiaWave. CardiaWave, on attaque un autre problème qui est très important. Vous savez qu'il y a beaucoup d'opérations difficiles quand vous avez des sténoses aortiques pour vous remplacer les valves, et en particulier, c'est dû à la calcification de ces valves qui perdent leur souplesse. Et au labo, Mathieu Pernaut a beaucoup étudié ce qui arrivait quand on envoyait des ondes de choc sur des valves de cochon qui sont calcifiées. Et on voit qu'en tapant, suivant un protocole bien défini, on peut complètement ramollir la valve, en gros en abrasant la calcification des valves. Et le problème, c'est que si on veut faire un appareil qui permet de ne pas ouvrir un individu pour lui retirer
sa valve et la remplacer par une autre valve? Est-ce qu'on peut ramollir les valves des gens et leur donner une espérance de vie nettement plus grande pendant longtemps? Et donc le problème, c'est que dans ce cas-là, il faut aller dans un régime qu'on appelle le régime d'histotrypsie, c'est-à-dire c'est créer la lithotripsie. Pour casser des calculs, il faut renvoyer à peu près 40 mégapascales, c'est-à-dire 400 bars. En histotrypsie, si on envoie pendant un temps très bref 1000 bars, et si on balade ces petits points, on peut vraiment décalcifier des zones à distance. Et donc on est parti sur un projet un peu fou, mais qui démarre bien, c'est de fabriquer un système qui, traquant le mouvement des valves, peut aller sur les valves calcifiées, parce qu'on repère la calcification, les ramollir. Et pour ça, on est parti sur la vieille idée du retournement temporel. S'il fallait créer 1000 bars et les déplacer, il faut beaucoup de transducteurs piézoélectriques. Et même si aujourd'hui les électroniques coûtent moins cher, c'est des transducteurs où il faut y mettre beaucoup d'énergie. Et là, on est parti sur cette idée que quand vous vivez dans une cavité, vous vous rappelez, si j'envoie un signal bref, quand je le capte, il devient très long. Et si je le retourne temporellement, je renvoie un signal très long et il redevient très bref. Ça veut dire que j'ai une compression temporelle d'énergie. Et puis j'ai en même temps une compression spatiale, parce que le retournement temporel exploite... Et donc on peut avoir des compressions spatio-temporelles. Et donc l'idée, c'est d'aller mettre un petit nombre de transducteurs, quelques dizaines, au lieu de 1000, il aurait fallu 1000 transducteurs, dans une cavité réverbérante. Et pour un point qui est à l'extérieur, vous envoyez un petit clic, un capteur qui est là reçoit, dans une phase d'apprentissage, un signal long. Maintenant, si ce capteur renvoie ce signal long en mode retourné temporel, toute l'onde va revenir éclater en ce point sous la forme d'un signal très bref. Et comme le but, c'est d'obtenir 100 mégapascales, avec un petit nombre de transducteurs, on peut trouver la collection de codes pour créer des espèces d'étincelles très fortes en ce point. Et on les apprend pour toute une zone. Et pour tout un volume, on apprend les codes. Et quand on a les codes, on a une machine qui utilise des électroniques de basse tension, qui sont les mêmes que les électroniques d'imagerie. Et les transducteurs sont les transducteurs d'imagerie et pas des transducteurs de thérapie. Et on peut faire une machine qui, avec un système qui ressemble à un imageur, est un imageur destructeur. Bon, il y a beaucoup à faire encore. CardiaWave est une jolie boîte. En tout cas, autour de ça, ma conclusion, c'est que d'une part, la pluridisciplinarité, c'est vraiment sympathique, parce que passer d'un milieu à l'autre et de problématiques différentes, c'est sympathique. Mais en plus, il y a une chose intéressante, quand on crée des startups pour un universitaire, la start-up fait en 10 fois mieux ce que nous, on a fait dans nos caisses d'électronique et dans nos trucs. Et quand je dis 10 fois mieux, c'est même 1000 fois mieux. Et comme cette start-up, elle nous aime bien au départ au moins, elle nous file le produit. Et donc, on a un appareil que aucun autre n'a. Et c'est comme ça que notre équipe médicale, par exemple, est devenue la meilleure du monde largement, parce qu'on a été pendant 3-4 ans la seule équipe au monde à avoir un échographe ultra rapide. Et quelque part, ça renouvelle les idées. Là, maintenant, Michael Tanter fait beaucoup de choses sur le cerveau, sur l'imagerie des écoulements sanguins dans le cerveau, mais tout ça n'a été possible que parce qu'on a une start-up. On serait resté un labo universitaire, on aurait été complètement écrasé et on n'aurait rien fait. Donc, c'est nécessaire, en particulier quand on va dans le domaine de l'imagerie. Alors maintenant, bon, pour conclure, bon, vous voyez, d'abord, il faut être prêt à zigzaguer. Il ne faut pas ne croire qu'en une chose, vous avez une belle idée, et puis vous restez dessus, collé dessus pendant 30 ans. J'en ai vu beaucoup de mes collègues qui n'ont pas bougé de leurs idées pendant longtemps. Il faut... et si on fait ça, on devient un inventeur. Alors, une autre chose, moi, je ne suis pas un entrepreneur. Je n'ai jamais eu l'idée même de créer moi-même une entreprise dont je serais le patron, parce que c'est un autre boulot. Et il y a des chercheurs qui peuvent venir des bons inventeurs, des bons entrepreneurs, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Dans Sensitive Object, quand on l'a créé, c'était un maître de conf de mon labo qui l'a créé. Au début, bien qu'il était super fort, super bon, au début ça a été une catastrophe, il ne comprenait rien sur business plan, machin, truc. Et la boîte n'est devenue bien que quand on a eu un... Et donc, si vous voulez vous-même créer votre boîte, il faut y rester, ça vaut la peine de le faire 1 ou 2 ans, mais il faut être conscient de ses limites, parce qu'on aime les belles choses quand on fait de la recherche. Or,
quand on crée une boîte, les choses ne sont pas si belles. Et tout est bagarre. Donc, dans mon cas, et j'essaye de passer ça à beaucoup de chercheurs de l'Institut Langevin, je préférais que les gens soient des inventeurs du public, restant dans le public, mais ce qu'il faut, c'est de trouver les gars qui vont créer les boîtes. Et dans notre cas, l'école physique-chimie, c'est pas mal parce que nos étudiants ont une formation expérimentale extrêmement bonne et ils ont une formation à l'innovation, ce qui fait que souvent, un certain nombre peuvent devenir des bons entrepreneurs. Laurent Sandrin a été un cas comme ça et tout, mais c'est pas si évident. Quoi, le plus grand plaisir, en tout cas, pour moi, c'est de passer d'une invention à une autre invention. Quand vous rentrez, quand vous faites votre boîte, il n'y en a que pour votre invention et ça peut durer très longtemps, mais c'est un peu limitatif à la fin. Voilà, donc je m'arrête et je suis prêt à répondre à des questions. Il reste 3 minutes 20.